Voilà, monsieur, bonsoir. Merci à nouveau de votre fidélité au débat sur STV, le débat politique. Décentralisation, une dotation générale de 49,8 milliards de francs CFA pour 2019. Le 22 février dernier, le Premier ministre Joseph Diangoutè a signé un décret dans ce sens. Une partie de cette enveloppe, notamment 13 milliards 800 millions de francs CFA, est destinée au budget de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Elle comprend la rémunération des magistrats municipaux, les interventions spéciales ou d'urgence en faveur de certaines collectivités territoriales décentralisées. 36 milliards sont réservés au budget d'investissement de l'exercice 2019, affectés au financement des projets communaux maturés, arrêtés d'accord partis avec les communes. Il sera grandement question de la décentralisation ce soir dans les thèmes qu'on a choisi. Décentralisation, comprendre la répartition de la dotation 2019 et puis crise anglophone et décentralisation, la solution est-elle possible? Évidemment, actualité oblige, on va également en ouverture parler de l'interpellation de maître Michel Ndoki. Vous le savez, la vice-présidente de l'une des organisations des femmes au sein du MRC a été donc interpellée ce jour même alors qu'elle était recherchée par la police depuis le 29 janvier dernier. Elle est conduite dans les services judiciaires du côté de Yaoundé. Pour cela, outre les 4 panélistes qu'on a sur le plateau ce soir, on aura 2 autres invités au téléphone. D'abord, Olivier Bibou-Nissak, il est le porte-parole du MRC, avec qui on va également commenter en quelques mots l'actualité autour de cette audience qui a eu lieu du côté du tribunal militaire aujourd'hui avec le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, qui lui également est interpellé en même temps que plusieurs autres cadres et militants de ce parti-là. Mais derrière, on aura également Jeanne Soga, elle est secrétaire générale du Front du Salut National pour le Cameroun, le parti de Issa Tiroma Bakari. Non moins militante, militant des premières heures de la lutte pour la démocratie au Cameroun dans les années 90. Elle va certainement nous faire un témoignage dans ce sens-là. Mais sur le plateau est déjà installé dans ce studio, on aura Barthélémy Komtuente. Il est expert entre autres sur les questions de décentralisation. Je pense notamment à l'un de ses ouvrages, le dernier. Il va me reprendre si je me trompe. Cameroun, la décentralisation en marche. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Dipita. Bonsoir aux copanélistes. Merci encore bonsoir de cette amitié que vous nous faites. Nombreux téléspectateurs de votre émission. Ah, absolument. Effectivement, je suis l'auteur de Cameroun, la décentralisation en marche. Un ouvrage de 712 pages. Absolument. Qui parle essentiellement de la gestion de la décentralisation. On en parle dans ce plateau et ce soir même. Juste en face de vous, nous avons Charles Nanan, entre autres. Ce soir, on va le présenter comme un analyste, un observateur assez averti des questions locales, nationales, qui certes nous regarde de l'étranger parce qu'il est de la diaspora. Il nous a également fait l'amitié d'être là ce soir. Bonsoir Charles. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. It's always a pleasure being in Cameroon and also being on the air for a couple of political debates. Nous sommes également très heureux de vous avoir ce soir. Pierre Baleguel Côte, il est le secrétaire général de l'UPC, il vient de Yaoundé, il a honoré ce rendez-vous. Je crois que c'est la première dans cette émission. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir, c'est effectivement la première fois que je suis avec vous dans cette émission. On prend l'engagement de répéter cet exercice-là. Okay. Merci beaucoup d'être parti de Yaoundé pour honorer ce rendez-vous. Hervé Manuel Combe, bonsoir. Bonsoir, député. Membre du comité central du RDPC. Merci à nouveau d'être là. Merci beaucoup. Membre titulaire. Merci. Alors, juste derrière la décentralisation, on va commencer peut-être par le téléphone avec Olivier Bibou-Nissak. Je veux dire juste derrière la transition. Je l'ai dit, et vous le savez certainement comme moi, maître Michel Ndoki a donc été interpellé aujourd'hui même, dit-on, du côté de Idenao, sur la frontière Cameroun-Nigeria. Maître Michel Ndoki, qui, comme vous le savez, est cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Elle avait été, on l'a vu plusieurs fois au cours des manifestations ici à Douala. Il faut rappeler peut-être qu'elle avait été relaxée par les autorités judiciaires dans un procès un peu, la date m'échappe simplement, à l'issue d'une marche qui avait lieu ici à Douala. Et puis il y a eu cette marche du 26 janvier dernier qui avait été interdite et dont on a pu voir
la sortie musclée des éléments des forces de l'ordre. On va essayer d'aller du côté de Yaoundé. En attendant, peut-être Olivier Bibou qui va nous faire, donc, qu'on essaie d'avoir. Peut-être première réaction sur le plateau. Charles Nana, Maître Ndoki interpellé ce soir, en même temps, pratiquement que l'essentiel des cadres. Hein. Vous dites que notre démocratie prend un coup. Yes, it's most unfortunate. I am not a lawyer, so I don't know the details why she's been detained. But the first impression is we are arresting opposition, political opposition to the main party, and that doesn't look good. It's not a good image for the nation. Cameroonians should not be arrested for their views. But again, I'm not a lawyer, so I cannot speak to the details on why she's been detained. But hopefully during the session we'll get into more details on probably why she's been detained, what the government is accusing her of. But again, our first impression is, as a political opposition, a good number of them have already been arrested and they're in jail or they're being held, waiting trial. Barthélémy, première réaction. Bon, ma première réaction, c'est surtout l'idée que j'ai de mettre Ndoki Michel. D'accord. Alors, c'est une femme courageuse, c'est une femme politique très engagée. Elle a décidé librement de mener le combat qu'elle mène. Et je pense qu'elle a fait ce choix. Maintenant, ce combat l'amène à vivre des épreuves. Et nous sommes dans un état de droit. Moi, je pense tout simplement en souhaitant que la justice fasse son travail, et que justice soit rendue dans l'équité. D'accord. On va donc aller du côté de Yaoundé pour essayer d'avoir Olivier Bibou Nissak. Olivier, bonsoir. Olivier Bibou Nissak, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Bonsoir à toi, député. Ainsi qu'à tous les invités sur le plateau. Alors, je rappelle que vous vous appelez depuis Yaoundé. Peut-être avant de parler de Michel Ndoki, des nouvelles du professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, le président, en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto a été présenté devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Juste pour lui et ses avocats, cela a été pour lui juste l'occasion, ainsi qu'en compagnie de ses avocats, de faire la précision suivante, celle selon laquelle le tribunal militaire n'est compétent en aucune façon pour juger quelque civil que ce soit, et certainement pas le président élu Maurice Kamto. Deuxième réaction, vous confirmez l'interpellation de Michel Ndoki. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les circonstances de cette interpellation-là? Comment est-ce que ça s'est passé? Où est Michel Ndoki au moment où on en parle? Et éventuellement, quels sont les... Permettez-moi, de vous dire que... Oui, alors, député, permettez-moi... Oui, allez-y. Togo, une chose très importante, que la démocratie camerounaise est aujourd'hui prise d'assaut de toutes parts par une véritable insurrection antidémocratique. Nous sommes face à une opération de maquis politique orchestrée par le régime illégitime de Yaoundé, et ce régime suce la sève et la crème de la crème de ce que ce pays peut disposer de meilleur, simplement parce que dans le cadre de calculs politiques, on veut écarter des adversaires autrement que sur le champ politique. Il faudrait peut-être dire avec l'interpellation de Maître Michel Ndoki que le paroxysme est atteint et la démesure de ce régime illégitime semble ne plus connaître, en effet, comme le veut l'expression des mesures, semble ne plus connaître de limites. Michel Ndoki est en ce moment blessé, comme personne ne l'ignore. Or, probablement en convalescence des suites des balles dont elle a été la cible à l'occasion des dernières marches blanches à Douala, marches blanches dont il faut rappeler qu'elles étaient non violentes, pacifiques et strictement ordonnées.
et que pas une seule pierre n'a été jetée sur quoi que ce soit et rien n'a été cassé. Alors aujourd'hui, Michel Ndoki est arrêté de manière parfaitement incompréhensible et dans un désir mesquin de petite politique politicienne qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous constatons que cet abus de trop, cette arbitraire arrestation se fait dans le stage de l'audition aujourd'hui devant le juge d'instruction du président élu en dehors de toute fraude électorale, Maurice Kamto, et la conspiration politique visant à décapiter le MRC plus que jamais se précise, ainsi que les annexes de cette conspiration, je le précise bien, insurrectionnelles à l'égard de la démocratie camerounaise sont de plus en plus claires et flagrantes. Nous ne pouvons pas dire en l'état actuel des choses quelles sont les conditions dans lesquelles Michel Ndoki a été arrêté, parce que les personnes par lesquelles nous avons eu la confirmation de son arrestation, des personnes sûres qui sont des proches, n'ont pas pu nous donner ce détail. La vérité, c'est que, Dibida, je n'ai pas eu l'indécence de pousser plus loin mon interrogatoire auprès de ces personnes, car elles étaient abattues et dans l'incompréhension la plus totale. Je pense que dans les heures qui viennent, nous saurons les conditions de l'arrestation arbitraire et politicienne de Michel Ndoki. Et lorsque nous le saurons, nous rendrons public ces informations. Je vous le promets, Dibida. Merci, merci beaucoup Olivier Bibonissak pour cette première sortie. Je vous en prie, Dibida. Dans le cadre de cette affaire-là, suite à l'interpellation de Maître Michel Ndoki, évidemment que le MRC a son code de langage. On va le lui accorder sans forcément se l'approprier. Président élu, gouvernement illégitime, donc ce sont les termes du MRC. Cela dit, on va peut-être poursuivre les réactions sur ce plateau avec Emmanuel Com. Peut-être vous d'abord. Vous savez, le pendant de l'état de droit, c'est le respect de l'ordre public. Le pendant même de l'exercice des libertés dans une démocratie, c'est le respect de l'ordre public. Et docteur Barthélemy, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, chacun subit les conséquences de ses libertés. Donc, je suis triste pour ma petite sœur Michel Ndoki, mais je crois que sur le chemin qu'elle a choisi de suivre, et que maintenant, il va falloir que ce chemin, elle assume jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de franchise, quel que soit le statut que vous avez, avocat, professeur agrégé. J'ai entendu le jeune talentueux Olivier Bibonissak tout à l'heure faire une juxtaposition vocabulaire sans sens, n'est-ce pas? Il n'y a pas de franchise. Quand un garçon met la main dans le sac d'une femme au quartier Congo, au marché Les Gosses, il prend 3 ans. Il prend 3 ans de tôle à Newbel. Et au nom de quoi ceux qui violent les lois, dont certains ont été d'ailleurs à l'origine, peuvent se permettre la liberté vis-à-vis de la loi. Donc, ce qui arrive à Michel Ndoki est tout simplement les aventures ambiguës de quelqu'un qui a choisi un chemin. La politique, c'est pas le dessin animé. C'est pas le dessin animé. La politique, c'est quelque chose où il faut assumer certaines responsabilités. Alors, moi, je voulais dire à mon voisin de gauche, parce que c'est ça qui est le plus intéressant pour moi, parce que si Bibonissak ne sait pas où on a arrêté Michel Ndoki, c'était sur la frontière nigériane, et je prends les téléspectateurs à témoin, puisqu'il dit qu'elle a été criblée de balles, comment elle est arrivée sur la frontière nigériane. Non, il a parlé de notre séquence. Vous savez que suite aux événements du 26 janvier, Michel Ndoki compte parmi ceux qui ont été blessés avec Célestin. Oui, mais maintenant, si elle se trouve à la frontière nigériane, c'est qu'elle a la capacité de bouger. Donc, je voulais dire à M. Nana pour conclure qu'on ne commence pas avec ce ton dans un débat, parce que d'abord, comme il est à l'étranger, il ne connaît peut-être pas bien notre vie politique. Le principal parti d'opposition s'appelle le STF parce qu'il a des parlementaires. C'est pas parce que vous avez eu des voix dans une élection présidentielle que vous devenez le principal parti d'opposition. Merci. Et deuxièmement, je termine là-dessus. Monsieur Donald Trump, qui est le président du pays dont il est citoyen, a été plusieurs fois inquiété par des enquêtes, et je ne crois pas savoir qu'on est déjà en dictature là-bas. Merci. Donc laissez la justice sereine se faire et laissez un vocabulaire qui ne pressionne personne. Monsieur le secrétaire général, Pierre Balaguel, une réaction après l'interpellation de Michel Ndoki. Alors, ça, c'est les effets de la présidentielle. Ce sont les effets de l'élection présidentielle. En son temps, j'avais dit, parce qu'après ça,
on est passé à la Cour constitutionnelle. Il y a un théâtre, il y avait tout un théâtre, tout le monde bougeait, et puis j'avais dit à ce moment que tel que je vois, les choses se déroulaient, et j'avais même écrit, ça me semble pas très républicain. Alors l'élection présidentielle est finie, on tournait cette page, il faut qu'on en finisse avec cette élection présidentielle, pour qu'on continue à faire la politique. Maintenant, si on arrête une Camerounaise, il faut que la justice soit faite, et rien que la justice, et seule la justice. Il ne faut pas déborder. I'm very proud of what you are saying. I'm not a liar like you, but I hate to see this situation like this. We have to stop it somewhere. No, it's totally unacceptable that we are all members of the same country. We are all patriots. But it's unacceptable that people are being arrested for their points of view. Again, I preempt that by saying I'm not a lawyer, so I don't know the details of why they are being prosecuted. Yeah. But you cannot go for a presidential elections, you contest the results, and then you exercise your right, your constitutional right, to demonstrate and say we believe that our results were stolen, and then you're being chased and arrested and put in jail for contesting an elections. So we have to be a little bit. It's a stain not only to Cameroonians, but it's a stain to all Africans that we cannot govern ourselves. We cannot sit on the table and talk. We are all children of the same nation. We should be able to come to the table and see what our differences are. We all do not have to have the same opinion. It's always good when we divert, we have differences in views, because we debate, we come together, and we build a stronger country. I strongly disagree with my brother to the right who thinks that today the main opposition party in Cameroon is the SDF. The SDF is dead and buried. In the last presidential elections, the SDF had what, 4%, 3% or 4%? Again, and it's also part of the crisis that we have in the Northwest and Southwest, so their main base did not participate in the elections. But you cannot tell me today that the SDF is the main opposition party in Cameroon based on the results we saw in the last presidential elections. It's garbage. Un mot, et puis je vais relancer. Je crois que je ne vais pas entrer dans un cours de sciences politiques ou de droit constitutionnel à mon compatriote. Dans une démocratie, l'opposition se gère au Parlement. Et le principal parti d'opposition au Parlement aujourd'hui, on n'a pas dissous le Parlement, c'est le SDF, M. Nana. Deuxièmement, M. Al Gore, candidat aux élections américaines, avait été délaissé de 700 000 voix en Floride qui pouvaient lui donner l'avantage pour être président. Lorsque la Cour suprême des États-Unis a donné les résultats définitifs, Al Gore, n'a pas contesté l'élection de Bush, il n'a pas organisé des manifestations où il y a eu des problèmes, il n'a pas cassé des ambassades. Donc, monsieur Nana, quand vous venez dans notre pays, sachez que nous sommes un pays comme le vôtre dans lequel vous vivez. Et nous sommes un état de droit dans lequel, c'est vrai, nous sommes des frères, mais nous devons vivre dans le cadre des lois de cette République, parce que sinon ça devient de la barbarie, et c'est le respect de cet ordre public que nous demandons dans la fraternité. Mais quand vous venez avec des incantations en disant que parce que quelqu'un était candidat à une élection présidentielle, il a le droit de tuer un passager, de conduire à gauche, de ne pas respecter le code de la route, vous n'avez pas la même conception de la démocratie que nous. Mais Pierre Balaguer dans la mouvance, et l'opposition le dit assez régulièrement, entre interdiction des manifestations et réunions publiques, interpellation de certains militants, comme c'est le cas pour le MRC, beaucoup ont l'impression que désormais le pouvoir sort ses muscles et évidemment donne un coup alors, là, à la démocratie. Si, parce que non seulement sortir les muscles, il y a même des menaces. Moi, je suis dans une position et dans une situation où à un certain moment, je serai obligé de manifester, de dire que la loi n'a pas été appliquée, que la loi a été violée. Et j'entends, moi-même, en tant que Camerounais, jouir de mes droits en tant que citoyen. Parce que quand vous êtes acculé, vous ne pouvez que utiliser les moyens que vous avez. Lorsqu'on viole la loi, c'est pour cela qu'à un certain moment, il faut des limites dans ces choses-là. Les limites, parce que nous sommes, comme il a dit, nous sommes entre les frères, il faut les limites
au niveau des gens qui gèrent ces pays, le gouvernement. Et il faut aussi des limites au niveau des autres et des gens qui pratiquent la politique. Donc, à ce moment, quand il n'y a pas cet équilibre-là, on aura toujours des choses comme ça là. Mais moi, je dis et je répète que l'élection présidentielle est passée, il faut qu'on mette un terme à cela. Il faut qu'on mette un terme à cela. Connaissant ce pays, on ne peut plus rien faire. C'est déjà passé. En même temps, ceux qui se... Alors, mettre un terme, ça veut dire quoi? Libérer tout le monde? Mais moi, je crois qu'on doit mettre un terme. C'est extraordinaire, docteur Balaguer. Oui, mais on doit mettre un terme. Qu'est-ce qu'on va faire? Docteur Balaguer, je vais vous étonner aujourd'hui. Je vous fais une déclaration. Je suis membre titulaire du comité central du parti au pouvoir, vous voyez. Oui. Mais je ne suis pas d'accord que le gouvernement ait à choisir les dirigeants d'une association dans un état de droit. Comme l'UPC. Comme l'UPC. On n'avait aucun rôle à jouer dans le choix des dirigeants de l'UPC. Et je vois votre mais cela ne vous a pas amené à casser, à contester non, la on n'a République. Pas fait ça. Voilà, c'est ça à quoi on invite tous les compatriotes. Vous comprenez, M. Balaguer? Nous aussi, nous voulons vivre dans un état où tout le monde est dans la sérénité juridique. Mais comme vous a posé la question, docteur, comme tu étais, quand une élection a eu lieu, et que le rédacteur même de l'article qui dit que la sentence de la Cour constitutionnelle est comme une vérité biblique, on ne revient pas dessus, et qui se met lui-même, n'est-ce pas, à franchir les limitations de vitesse ou à faire toujours dans la transgression, c'est totalement inacceptable. Donc, nous ne souhaitons pas un pays où, pour faire la politique, on est obligé de passer par les cellules. Mais nous ne souhaitons pas non plus un pays où on doit utiliser la force pour opposer même à l'État son point de vue. D'accord, mais je suis d'accord. Voilà. Pourvu que la force ne soit utilisée ni par le gouvernement, ni par... Alors moi, je retiens tout simplement que le feuilleton de l'arrestation des militants du MRC va animer la vie politique et sociale jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une décision. Une seconde. On repart du côté de Yaoundé. Olivier voudrait réagir à nouveau. Ah ben, il n'a qu'à venir au débat. Et il aurait pu, seul que l'actualité nous a pris de court. C'est aujourd'hui, l'émission avec lui, et vous savez que vous tous, vous avez été contactés depuis hier. Non, ça va, donc, mais il fallait l'inviter à table. Alors, Olivier? Oui, Dipita, je voulais prier en toute courtoisie républicaine Hervé Emmanuel Combes de subir l'actualité qu'il nous impose. Parce que je suis désolé, mais c'est le régime qui nous impose cette actualité. Oh, oui. Je lui dis aussi bonsoir, en retour d'amabilité. Mais je voulais aussi dire que le respect de l'ordre républicain, qui a été évoqué fort opportunément tout à l'heure par Hervé Emmanuel Combes, est un principe qui vaut pour tout le monde. Absolument. Vous voyez, par exemple, dans un pays comme le nôtre, il vaut mieux éviter le recours à la fraude électorale dans le cadre d'une élection. Olivier. Parce que la fraude électorale, c'est un motif de trouble à l'ordre public et un motif de trouble à l'ordre républicain. Donc c'est un cumul de négativité. Tout comme s'agissant du MRC, et des alliés autour du président élu en dehors de toute fraude électorale, Moïse Kamto, nous ne nous accrocherons sur aucun serpent au prétexte que la mer est agitée et la menace de noyade apparaît à l'horizon. Parce que si nous nous accrochons à un serpent, on finira plutôt que de braver la noyade, on risquera à coup sûr de se faire mordre par un serpent. Donc, pour dire clairement quoi, ne faisons pas semblant d'être dans un pays normal. Non, Hervé Emmanuel Combes, ça ne vous ressemble pas d'accepter l'inacceptable. Et vous avez bâti votre réputation là-dessus. Nous ne pouvons pas au XXIe siècle, alors qu'enfin, le régime illégitime de Yaoundé est confronté à une opposition digne de ce nom, républicaine, qui réprouve la violence et qui l'a démontré à maintes reprises. On ne peut pas, face à une telle opposition, rentrer dans le maquis de l'instrumentalisation des institutions publiques, celles judiciaires et celles policières. Il ne faut pas cautionner cela. Ce n'est pas républicain comme attitude. Nous sommes dans le pays qui, il y a un peu plus d'une trentaine d'années, réussissait à fabriquer des compagnies aériennes victorieuses, triomphantes, qui faisaient la fierté du Cameroun. Un pays qui organisait aisément Coupe d'Afrique de football, un pays qui avait une renommée dans l'économie diverses et variées.
un pays qui faisait la fierté de l'Afrique tout entière, un pays dans lequel s'incarnaient et se reconnaissaient nombre d'Africains. Nous avons perdu notre lustre. Merci Olivier. Aujourd'hui, il y en a qui continuent de nous guérir la réputation de notre pays. Merci. Il ne faut pas accepter ça, Emmanuel Comme. Il faut dire non au combat contre la démocratie et se battre pour une démocratie véritable au Cameroun. Merci. C'est tout ce qu'il s'agit de faire. Merci Olivier, merci pour cette promptitude et merci pour votre disponibilité. Et bonne soirée à vous à Yaoundé. Non, mais je peux dire un mot. Olivier m'a interpellé. Bon, vous allez le dire le temps qu'on essaie d'avoir Jeanne, je vous l'accorde. Nous sommes d'accord que nous devons construire une démocratie, mais construire une démocratie ne veut pas dire subir le point de vue exclusif des amis d'Olivier. Nous sommes passés à autre chose. Nous avons un président qui est élu et nous devons passer à autre chose qui vient préparer l'autre séance. Alors, moi, je ne comprends pas. Cette démarche est totalement inacceptable. Et Olivier sait très bien que je suis un défenseur de la liberté et de la démocratie. Mais la liberté et la démocratie ne veut pas dire ouvrir la porte à un groupe qui va nous imposer son point de vue. Bonsoir Jeanne Soga. Bonjour Dipita. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du FSNC. Évidemment, on vous a prié également de donner votre point de vue davantage parce que c'est une expérience que vous connaissez. En tant que combattante, je l'ai dit dès le début de l'entrée, vous étiez aux premières heures de la bataille pour la démocratie sur le terrain, dans la rue, et vous avez connu, j'ai failli dire à l'époque, cette répression des forces de l'ordre. Vous avez un commentaire après l'interpellation de Michel Ndoki ce soir? En réalité, j'ai regardé pour avoir confirmation. J'ai passé quelques coups de fil. Jusqu'ici, il y a comme une espèce de blackout sur cette arrestation. Je n'ai que les éléments qui ont circulé sur Internet et je me demande... Allô? Oui, Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allô? Pardon, oui, parce que je ne sais pas, on a été coupé, donc je disais que je me demande jusqu'à quel point est-ce que je peux, enfin, quel poids accorder à cette nouvelle. Disons que le MRC et d'autres sources que personnellement nous avons contactées confirment l'interpellation de Michel Ndoki. Très bien. Alors, si cette nouvelle s'avère exacte, évidemment, en tant que femme politique, je ne peux pas me réjouir de l'arrestation d'une autre femme politique, même si nous ne sommes pas du même bord et même si nous ne sommes pas d'accord sur la manière et sur les méthodes utilisées. Mais, vous l'avez dit, j'ai connu une expérience, on va dire, similaire, sauf que, évidemment, à cette époque-là, dans les années 90, l'idée d'essayer de quitter le Cameroun ne m'avait pas traversé l'esprit. Je suis restée là, j'ai assumé mes choix. Les conditions d'arrestation, on les connaît tous. J'ai été arrêtée lors d'une manifestation interdite et évidemment, j'ai dû assumer ces choix-là. Je comprends et je compatis. Et je me pose la question de savoir si en 2019, nous devons continuer à évoluer de cette manière-là, si nous n'avons pas d'autres outils pour faire entendre nos voix, pour revendiquer. Si nous n'avons pas d'autres outils que de choisir de rentrer dans l'illégalité. Michel Ndoki est une femme debout. Une femme debout parce qu'en tant que femme politique, elle a fait des choix avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais je respecte ces choix-là. Et évidemment, je ne peux que déplorer le fait qu'aujourd'hui, elle se trouve privée de liberté. Elle se trouve seule parce que, quoi qu'on dise, on a beau parler, vous et moi, et d'autres personnes, intervenir, etc., déplorer les faits. Il y a une chose, c'est que la responsabilité est individuelle. Et aujourd'hui, Michel Ndoki est, elle, seule face à la justice camerounaise. Je souhaite simplement, pour la suite, que le droit soit dit. Uniquement le droit. Que les passions s'apaisent et qu'on essaye de créer un environnement serein dans lequel les gens pourront s'exprimer, assumer leurs choix et évidemment trouver des réponses aux questions qui se posent à certains. Pour ma part, les uns et les autres connaissent les choix que j'ai faits pour la présidentielle. Je continue à penser que mon candidat a gagné. Je continue à penser que Michel Ndoki et le MRC n'ont pas raison. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres façons de résoudre ce problème et je souhaite véritablement que cela se résolve de façon différente, autant que faire se peut.
Merci beaucoup, Jean Soga. Merci. On sent beaucoup d'émotion dans votre voix. Merci de cette prompte intervention en relation évidemment avec la première thématique de ce soir. On va juste prendre la transition et évidemment parler de la décentralisation. Décentralisation, donc, c'est le thème principal de ce soir, parce que même en lien avec la crise anglophone, pour savoir si la solution passe par là, c'est un lien. Comprendre la répartition de la dotation de 2019. Je l'ai dit, le Premier ministre, le 22 février, a donc a signé un décret dans ce sens-là, une nouvelle ardoise, 50 milliards de francs, près de 50 milliards. On est passé de 10 à 50 milliards. De prime abord, en lecture superficielle, vous direz ouf. On avance, vous direz on est dans le bon timing, vous direz le gouvernement a fait le nécessaire. Barthélémy Komtienté. On remarque tout simplement qu'il y a une évolution considérable en termes de montant qui progresse, qui est multiplié même par 5. Mais les faits sont là, c'est que à la faveur du rebond de l'actualité, j'ai l'impression que ce soit les gouvernants, que ce soit les élus locaux, que ce soit la population, on aborde ce problème de décentralisation un peu comme une diversion ou bien tout simplement comme une distraction. Alors que c'est un problème fondamental parce qu'il s'agit là de la stratégie politique de l'État. La Constitution a consacré l'État unitaire décentralisé. C'est une stratégie politique qu'il faut mettre en œuvre. Bon, maintenant, pour la mettre en œuvre, il y a quand même des tenants et des aboutissants. Parce que la loi même définit ce que c'est que la décentralisation. La loi d'orientation de la décentralisation dit bien qu'il s'agit d'un transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Et ce transfert doit s'accompagner de moyens appropriés. Et ces collectivités sont gérées par des conseils élus. Et comment s'opère la gestion? Par des délibérations qu'ils votent. Donc vous voyez, derrière tout ça, il y a un enjeu, il y a des objectifs à atteindre. Et parmi les enjeux, il y en a 3. Les 3 principaux enjeux. Le premier enjeu, c'est l'approfondissement de la démocratie locale. Ça veut dire le choix des élus locaux par les populations. C'est ça l'approfondissement, ce qui est des élections libres et transparentes qui permettent aux populations de choisir leurs représentants au sein des assemblées locales. Le deuxième enjeu, c'est le développement local. Ça veut dire que dans chaque localité, les populations doivent être associées à la prise de décision dans leur localité. Ils doivent initier, ils doivent être à l'origine des besoins de développement, à l'origine de la planification, de la programmation, du suivi, de la mise en œuvre des programmes dans la localité. Donc cela doit se faire au sein du conseil avec les élus locaux, l'application des populations. Le troisième enjeu, c'est la gouvernance. Absolument. Les populations ont choisi leurs représentants. Ces représentants doivent avoir une obligation de redevabilité. Voilà les 3 enjeux. Maintenant, l'acte du gouvernement vient donc renforcer le second enjeu. Parce que le développement local suppose des moyens. Des moyens pour mettre à la disposition des populations des services essentiels de base. Et quand nous parlons de services essentiels de base, il s'agit des routes, il s'agit des centres de santé, il s'agit des écoles, il s'agit de l'électricité, il s'agit des services essentiels de base aux populations. Maintenant, d'où vient-il que le gouvernement a fait un bond? C'est vrai, mais c'est encore dans l'arbitraire. D'accord. Dans l'arbitraire, pourquoi? Parce que les concernés n'ont pas été associés? Non, c'est encore dans l'arbitraire. Pourquoi? Parce que l'article 22 de la loi d'orientation de la décentralisation, l'article 22 dit bien ceci. Les ressources pour le financement des collectivités locales sont de 2 ordres. Il y a le transfert de fiscalité et la dotation. Et cette même loi dit que la dotation générale de décentralisation sert au financement partiel de la décentralisation. Mais la loi même dit que chaque année, le Parlement doit voter
doit voter une loi sur la fiscalité. Non, doit voter le pourcentage des ressources du budget de l'État affectées à la décentralisation. Et c'est quand le Parlement a voté que le Premier ministre doit prendre son décret. Ça, c'est l'esprit de la loi. D'accord. Donc, c'est pour dire que là, aujourd'hui... Vous faites bien de préciser la loi parce qu'on va revenir sur la pratique tout à l'heure. Voilà. Que la pratique... Aujourd'hui, on a décidé comme ça, on sort... 50 milliards. 50 milliards dans un chapeau. Voilà. On décide, pour ce que j'apprécie, pour le développement harmonieux des communes, on décide que chaque commune a 100 millions. Mais alors... Est-ce que c'est suffisant pour atteindre les objectifs du développement? Je rappelle que le Parlement est convoqué à 14h pour l'Assemblée nationale le 12 mars et à 16h pour le Sénat le 12 mars également. Monsieur le secrétaire général, alors, au regard du timing, et d'ailleurs, merci à vous encore, Barthélémy, qui nous a rappelé le contenu de la loi et un peu son esprit également. Au regard du timing, de la définition des moyens, et des moyens, bon, là on parle beaucoup des moyens financiers, mais je dis que même il s'agit également des moyens humains, parce que ce qu'on dit très souvent, c'est que jusqu'à présent, les collectivités locales n'ont pas toujours la ressource humaine, l'expertise humaine pour s'approprier des problématiques locales. Donc au regard de tout ça, vous dites que nous sommes dans le bon timing, le gouvernement a la bonne vitesse pour le processus de décentralisation qu'il a lui-même choisi depuis 1996? On ne peut pas dire qu'il a lui-même choisi. Retournons 65 ans en arrière. Okay. J'ai ici une lettre du secrétaire général Ruben Oumiope, signée du vice-président Abel King. Disons, il dit ici, il écrit au haut-commissaire français, ici, il dit, nous vous serons donc reconnaissants de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour l'institution d'une assemblée locale dans chaque subdivision du territoire, en dotant cette assemblée des pouvoirs réels. L'assemblée territoriale étant appelée à devenir une assemblée législative. Et nous souhaitons que de voir fusionner avec celle existant actuellement au Cameroun sous administration britannique. Pour dire que la décentralisation, on en parlait déjà. Et il dit, les communes rurales ont été créées dans certaines subdivisions, leur formule doit être améliorée et étendue. Nous sommes en 1954, exactement le 27 avril. Donc le problème était déjà posé. C'est pour cela qu'à un certain moment, il faut un peu respecter ce que l'Union des populations du Cameroun vous dit, c'est quand même... Donc, mais parce que, à force de créer les problèmes au sein de l'Union des populations du Cameroun, vous parlez beaucoup de choses. Et c'est ça. Donc maintenant, vous dites, est-ce que ça va à quelle vitesse? Il y a des problèmes qu'il faut relever. Si on était dans une autre dimension, peut-être académique, on aurait dit ce qu'il a développé, qu'il y a 3 objectifs spécifiques. Alors, donc, il parlait de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement local. Il faut aller pas à pas. Est-ce que ces objectifs peuvent être atteints dans la situation actuelle? Vous dites, est-ce qu'on va à quelle vitesse? Mais il y a un problème fondamental. Quand vous allez dans la loi sur la décentralisation, on dit quelque part, dans l'article 15, les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'État ne sont pas exclusives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sont pas exclusives, ça veut dire que je reçois une dotation, mais elle peut aussi être gérée par le pouvoir central. C'est des choses qu'il faut voir. Il faut corriger ça. Est-ce que l'argent est transféré directement aux collectivités ou bien avec la même mise de pouvoir central? Moi, j'ai été conseiller municipal chez moi pendant 14 ans. 2 mandats, j'ai été conseiller municipal, je voyais ce qu'on avait avec les délibérations et tout ça, les préfets qui devaient signer après les délibérations, signer pour que vous utilisiez la langue. Ça, c'est un problème. Bon, le deuxième problème maintenant, peut-être, c'est quand vous allez aller à la pratique, parce qu'il y a des questionnements quant à la pratique de la gestion de la décentralisation. J'ai commencé par un. Charles. Well, first, I look at it from the perspective of we've been trying to do decentralization for almost 16 years. It has failed, hopefully. For 16 years, we have not been able to give our cities the opportunity to raise their funds. Let's take what you guys call in French prélèvement obligatoire. 85,5% va à l'État fédéral.
6,5% va à 14 communes gérées par un délégué du gouvernement. Donc le peuple élit son représentant. On nomme un certain monsieur Nana qui sort de nulle part pour gérer ces fonds. Et je crois 2,6% va à 360 communes. Nous devons laisser nos communes à être économiquement indépendantes. They should be self-sufficient, self-reliant. When they generate revenue, they take care of the issues that are important for their localities. Then a certain percentage goes to the federal government. Last week, we saw in the newspaper with the new budget, 1% of the state budget is going to local authorities. 1%. Only one. Only 1%. How then do you expect the local communities to develop? The issue is not, and by the way, the best decentralization is a federation. So why do we keep looking for substandard solutions? Why can't we look for better solutions for simple things that we can resolve? We have Cameroonians who are among some of the best and brightest in the world that can help the government to resolve these issues. Decentralization has failed and has failed woefully. Let's give federation a try. And not only that, with the federation, you allow the states to have their competitive advantages. If they produce cement in Bafoussam, there's no reason for Douala to be producing cement. Douala will look for another product that can make them more competitive, but we support the federal structure with a certain percentage of funds going there. It doesn't make sense. If I live in Mabimbi, I make 100,000, I send it to the central government. The central government sends 5 francs back out of the 100,000 I send him, and doesn't send it to me. He sends it to the délégué du gouvernement, who decides if he wants to give me or not. So the mayor, who is elected by the people, who represents the people, has nothing. We have to wake up. We have to start by looking at economic structures that can help this country develop. And decentralization is an impediment to development of our communities. Non, mais écoutez, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne dans des proportions raisonnables. La décentralisation est une volonté politique incontestable. D'ailleurs, ce n'est même pas simplement une question de volonté politique, c'est la Constitution. C'est la mise en application de la Constitution. Moi, je ne suis pas allergique ni opposé à la démonstration magistrale que Batemi comme Tuente vient de faire. C'est ça, ce sont les fondements. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, et le docteur Balaguer s'est engouffré, donc, je voulais dire entre parenthèses, docteur Balaguer, si vous pensez que c'est en rentrant dans les archives de l'UPC qu'on va avancer le pays, vous vivez dans le rétroviseur. On ne va pas rentrer dans les... Si on fait une bonne chose, que vous avez pensé à cette chose-là il y a un siècle, cessez d'aller faire des exhumations de corps dans votre mémoire. Pour revenir donc à ce que disait le docteur, comme tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs, le docteur Balaguer va dans le même sens. Bon, c'est un procès préventif que vous faites, je peux le comprendre, parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance sur le fait qu'on va aller étape par étape. Tout est perfectible. C'est vrai que la loi prévoit que les moyens de la décentralisation doivent être votés en grande partie et que le transfert des moyens venant. Mais là, ce qui a été fait là maintenant, c'est une mise à feu de la fusée qui doit partir à un rythme que nous souhaitons rapide parce que nous sommes convaincus au RDPC que la décentralisation va permettre, à partir des 3 principes objectifs poursuivis, comme l'a démontré M. Comtuente, tout à l'heure, la bonne gouvernance, une démocratie de proximité et puis le développement. Alors, pour l'affectation, les moyens de transfert de compétences, nous sommes d'accord qu'après, on va mettre en place toutes les institutions pour qu'il y ait des caisses de péréquation, un système de réallocation, de réaffectation des ressources. Parce que si on ne fait pas attention, la décentralisation ne doit pas se transformer en compétition entre régions et qui ferait qu'il y aurait des régions pauvres, des déserts et des régions riches. Et je crois que dans les d'excellents travaux que vous avez effectués, c'est un souci qui est permanent parce que le développement local, oui, mais un développement local qui soit harmonieux sur l'ensemble du territoire. Donc, bon, je comprends ce que vous êtes en train de dire en disant l'administration a des habitudes qu'elle ne doit pas continuer, c'est-à-dire après la mise en place des conseils régionaux qui, d'après ce que nous apprenons, risquent d'avoir lieu au mois de juin ou début juillet,
Et il faut très rapidement qu'on rentre dans l'application de la loi, c'est-à-dire qu'à partir des prochains exercices, que ces institutions, de par la loi, aient les capacités de voter leurs ressources et de percevoir les ressources. Quant au pourcentage, mon cher compatriote, c'est vrai, c'est un souci permanent. Nous sommes plusieurs ici. Moi, quand je suis rentré au Cameroun, parce que moi aussi, j'étais dans la diaspora, j'étais très curieux de savoir comment se faisait-il que Douala, qui doit être à peu près 60% des revenus fiscaux de l'État, reçoit à peine souvent des investissements quand je vois tous les jours les travaux dans la ville de Yaoundé. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on va faire la décentralisation en partie aussi, c'est-à-dire laisser aux populations un environnement local de décider et de s'orienter. Donc, je voulais vous rassurer, docteur, comme tu étais encore, que cette volonté que vous avez bien présentée doit être la ligne conductrice de la mise en place de la décentralisation. Il n'y a pas lieu d'avoir un débat idéologique là-dessus. Alors, néanmoins, la question du profane, que je suis évidemment, ou des téléspectateurs, reste au regard de la définition que vous avez donnée. Sommes-nous véritablement dans une déconcentration ou dans une décentralisation? Ça, c'est du pitatongo. Alors, c'est bien que les populations et les téléspectateurs s'interrogent. D'ailleurs, vous avez vu à travers l'intervention de M. Nana, qui s'est prononcé pour le fédéralisme. Alors, beaucoup de gens se prononcent comme ça parce que l'État aussi a pris 22 ans de retard. Ce qui laisse dans l'imaginaire populaire que la décentralisation n'est pas une bonne stratégie politique. Ou qu'elle n'est pas sincère. Oui, pourtant, pendant 22 ans, l'État n'a pas avancé au rythme qu'il fallait. Monsieur Nana, notre Constitution a adopté l'État unitaire décentralisé. Et tous nos textes, les lois de décentralisation sont claires. Si on les appliquait, vraiment, on n'en serait pas là. Parce que quand on parle de transfert de compétences et de ressources, la loi dit que dans le cadre de transfert de compétences, les biens matériels et immatériels doivent être mis à la disposition des collectivités. Absolument. Pour leur permettre d'exercer. Et cette mise à la disposition, la loi le précise en son article 20 de la loi d'orientation, doit se faire par dévolution. Et cette dévolution doit être matérialisée par un décret du président de la République sur la base du procès verbal du représentant de l'État et Mais c'est pour ça qu'on a mis en place une commission. Non, je dis tout simplement que depuis que ces lois existent, vous êtes d'accord avec moi que l'État central ne s'est pas empressé? Non, on a pris du retard. On a pris du retard. Discuter là-dessus. Donc c'est pour dire que dans les fondements de nos lois, tout est clair. La loi dit que transfert de fiscalité, dotation. Et que la dotation générale de décentralisation sert au financement partiel de la décentralisation. Maintenant, on est aujourd'hui à 100 millions par commune. Les maires, dans le cadre de leur association fêtière, le CVUC, ont fait un plaidoyer où ils revendiquent 10%. 10% du budget de l'État, ça ferait 490 milliards. Oui. Alors, dans cette perspective, beaucoup de maires et d'élus locaux ont développé, et je suis d'accord avec eux, puisqu'il faut un développement harmonieux, que si on donnait 1 milliard à chaque commune, ça ferait 360 milliards. Mais sur quelle base? On reste dans l'hypothèse de 10%. Il y a des communes qui n'ont même pas 100 millions de recettes. On reste dans l'hypothèse de 10%. Oui, mais il y a des communes qui n'ont pas 100 millions. Alors, si on donne 1 milliard, ça fait 360 milliards. Il reste encore 130 milliards pour les différents équilibres que l'État central peut faire. Donc, l'objectif étant d'assurer le développement harmonieux des localités. Si en 3 ans, une commune a 3 milliards, on se rend compte qu'il n'y a plus de problème d'eau, il n'y a plus de problème d'électricité, il n'y a plus de problème de route. Mais pourquoi voulez-vous penser que ce n'est pas... Au Kenya, la quote-part du budget, la fraction du budget de l'État réservée aux collectivités locales est
a été voté par l'Assemblée à 15%. Yeah, Et aujourd'hui, en 2014-2015, ils sont passés à 32%. Pierre Balaguer. Donc vous voyez que l'objectif préservé sur le développement local, et pour développer, il faut des moyens. Absolument. Yes, I wanted just to tell you something, to come back on Yeah. what you said earlier. This law has not been implemented, so there is no failure. It has not failed because it has not been implemented. Je reviens pour dire, Hervé, 65 ans et 22 ans, nous tous nous entrons dans les archives. Oui, parce que si vous dites qu'on entre dans les archives, 22 ans, ça fait aussi temps. Oui, mais je dis, Alors, vous vivez dans le passé. oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi le passé? C'est même justement parce que cette loi n'a pas été appliquée à temps qu'il y a des revendications qui vont vers le fédéralisme. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. En partie. En partie. En Bon, partie. Donc, en réalité, si on l'appliquait tel que c'est là, et je voudrais revenir pour dire qu'ici, on ne parlait pas des délégués Du gouvernement. Ici, on dit les collectivités territoriales sont les communes et les régions. Il n'y a que deux. La communauté urbaine n'est pas une institution dans le... C'est un régime spécial. C'est un régime spécial. Donc, Ouais, c'est ce donc, régime spécial oui. qui n'est donc pas ici là. Est-ce qu'on va le prendre en compte? Ce qu'on dit, c'est que ces collectivités, ces régimes spécial, on ne voit pas là où on va le mettre dans cette Mais loi. Il est prévu par la loi. Bon, Le régime spécial est prévu dans la loi. Il est prévu ici. Oui, le régime des communautés urbaines, sinon ça Oui, mais n'existerait vous pas. passez- Ceux qui devaient être élus, je crois, les délégués du gouvernement. Oui, le régime spécial des communautés urbaines. C'est prévu par la loi, sinon... ignorer. Dans la loi de la décentralisation. La loi d'orientation de la décentralisation prévoit le régime spécial. des Cette loi que communautés. j'ai ici. Oui, oui. Oui. Dans son article. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a une nuance et il y a un problème fondamental. Parce que vous êtes toujours en train de me parler des lois et les textes. Pourtant, on veut la practicalité. Absolument. Hein? La première chose, je vais dire en anglais pour être plus clair. There's a false assumption. Donc il y a une assumption qui est falsifiée que l'État central ou quelqu'un qui est à Yaoundé connaît bien au mieux le besoin de quelqu'un qui vient à Mabimbi. Ça, c'est la falsité première de la décentralisation ou de la centralisation. You are right. Ceux qui sont dans les locaux, people who are living in their areas, in the local areas, know their needs best. So they raise their funds, number one. Once they raise their funds, they decide what to do with those funds. And then send a percentage to the central government. Not send everything to the central government, the central government keeps 85%. So the cities are left with nothing. Number two, I talked about the ability of the cities and the regions to exploit their competitive advantage. There's nothing wrong with a region being, your growth and your economic development will depend on the choices you make. If they give 100 million to Douala and give 100 million to Bafoussam, Bafoussam decides to invest 100 million in agriculture. Douala decides to invest that 100 million in a factory. The output in the long term will be different. And that is the role of the central government, where you say we have 10 regions or we have 50 regions. This region is not developing well. How do we help them, right? So in that type of a federation, you have cities or regions that are donor regions, right? For example, I ran for United States Senate in the great state of Alabama. We are a receiving state, which means what we give to the federal government is not what we get, but we get more than we give to the federal government. But you have states like California that are very big, like New York, that are very big. They're giving more. They give a lot more to the federal government. But the people in the cities and in the states know what is best for them. You cannot tell me someone sitting in an air-conditioned room in Yaoundé knows the problem of the guy who is in Manfé better than the guy who lives in Manfé. Monsieur Nana, le débat sur le sens de la décentralisation est un débat qui est presque derrière nous. Nous sommes en train de débattre maintenant sur l'efficacité, comment rendre cette décentralisation vertueuse et comment la rendre. Et je voudrais aussi vous dire que nous n'avons plus de débat sur le fédéralisme. La dernière élection présidentielle a réglé ce débat. Si vous n'étiez pas là, il faut que vos amis vous le disent. On peut le remettre sur la table dans la prochaine élection. Pour que vos amis vous le disent. Donc, la décentralisation, ce n'est pas une antichambre pour amener des débats qui sont déjà réglés. Alors, pour revenir à la décentralisation,
décentralisation. L'histoire de l'économie nous enseigne que ce n'est pas la mise en place de ce genre d'institutions qui règle définitivement la question. Il faut les hommes et les femmes capables de porter cela. Toutes les régions n'auront pas les capacités intellectuelles ou humaines pour pouvoir implémenter la décentralisation. Donc on ne peut pas effacer l'État central comme ça. Il va falloir qu'on mette en place des institutions. En matière de finances, par exemple, vous avez dit quelque chose de juste, ce qu'on appelle la caisse de péréquation, qui peut être faite soit à travers la caisse de dépôt-conciliation ou le FECOM lui-même, qui devra être transformée de toute manière, puisqu'elle deviendra cette fois-là vraiment la banque des collectivités territoriales. Et c'est à travers les centièmes additionnels encore qui sont retenus et qu'on va jouer maintenant pour essayer de faire l'équilibre, parce qu'il faut qu'il y ait le développement harmonieux sur l'ensemble du territoire, monsieur Comtuente. Et pour cela, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. Il va falloir qu'on ait l'humilité de dire que la mise en place va prendre, mais il faut qu'on reste vigilant pour dire que voilà l'esprit et les objectifs de base que nous avions et que ça ne soit pas détourné. Je termine en vous disant une chose. Dans l'histoire de tous les pays au monde, l'administration centrale a toujours fait la résistance à l'évolution n'est-ce pas, de la rétrocession de pouvoir à l'administration de base. Ça, c'est une histoire. Il y a une petite chose que je vais se même. Je ne sais pas dans quelle ville que M. Com habite, mais le débat de la décentralisation n'est pas fini. Non. Et il y a toute une région dans le Cameroun qui exige... J'ai parlé de débat sur le fédéralisme. Le débat de fédéralisme est sur la table. La traduction. Ça, c'est vous qui l'avez. C'est d'ailleurs une atteinte à l'ordre public que vous êtes en train de... Il m'accuse pour... Mais c'est un débat... Parce qu'il est en train de poser un sujet qui a été réglé constitutionnellement. On peut le poser de façon... à quel niveau? Mais qu'il le pose dans son salon. Non, même ici, on peut parler du fédéralisme. Ah, très bien, allez-y. Alors, moi, je suis venu à un débat sur la décentralisation. C'est un débat porté par un parti notamment républicain comme le SIF, on peut le dire. Le meilleur décentralisation, c'est le fédéralisme. Pourquoi chercher les solutions, les demi-solutions? C'est vrai que ce n'est pas le thème de ce soir. Ok. Bon, par contre, je voudrais... Oui, vous voulez ajouter, puis je vais... Oui, moi, je voulais dire que M. Nana doit souffrir qu'on débat de la décentralisation. Parce que nous sommes venus ici débattre de l'État unitaire décentralisé. Absolument. De voir comment on peut gagner en efficacité. Et pour gagner en efficacité, l'État central a un rôle à jouer. Totalement. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui a décidé de transférer des compétences. Mais là où le bas blesse, c'est que nos gouvernants tapis dans les administrations au niveau central font la résistance. Et ne veulent pas transférer des compétences et les moyens. Et c'est justement là ce que je voudrais... Parce qu'il y a un certain nombre de privilèges. Je voulais relancer le conseil municipal. Et c'est là où le bas blesse. Donc le président de la République demande d'accélérer la décentralisation. Vous avez vu depuis toute cette année, il en a parlé 3 fois à chaque occasion. Absolument. Mais comment faire pour accélérer cette décentralisation? Pour atteindre les objectifs du développement local? Avant d'y arriver. Et associer les populations à leur destin. C'est l'inverse. Vous qui êtes, la population. Vous qui êtes longtemps resté dans un conseil municipal, de façon pratique, quels sont les blocages? Je veux dire que jusqu'à présent, qu'est-ce que vous ressentez en tant que conseiller dans la volonté de poser des actes pour le développement local, mais également dans la difficulté justement d'obtenir peut-être les moyens légaux pour le faire concrètement? Ce n'est pas dans le cadre de la loi qui va entrer en vigueur. Il faut bien qu'on comprenne. Maintenant, il faut que ce soit clair. Le docteur Valéry était conseiller municipal dans le cadre d'une autre loi, pas celle-ci qu'on doit mettre en place. Je parle sous le contrôle expert. Oui, mais je vais quand même dire quelque chose qui peut aider. Oui, bien sûr. Pas toute l'histoire. Non. Alors, donc, je dis que quand vous êtes dans un conseil municipal, il y a d'abord les procédures à l'initiative. Là, vraiment, c'est comme une maladie, c'est pathologique. Il y a des procédures administratives. Il y a ce fait que vous faites une délibération. Si le préfet n'a pas signé ça. C'est l'ancienne loi, docteur. Oui. C'était la tutelle. Il n'y aura plus de tutelle du préfet. C'était la tutelle a priori. Voilà. Mais il y a une tutelle a posteriori. Il m'a demandé. Donc maintenant, c'était ça le blocage. S'ils viennent maintenant, si par cette loi, parce que j'ai tout à l'heure cité cette loi,
Il m'a dit que c'était ici, mais il m'a dit tout à l'heure que non, ce n'était pas dans cette loi. Le régime spécial, c'est fixant les règles applicables. Moi, je n'ai que les régions et les communes. Oui, mais ça, c'est orientation, ça. C'est pour orientation. Okay. Il y a orientation donc, des régions. Voilà, ce que je voudrais dire, dans le cadre des blocages qu'on peut avoir, d'abord le premier blocage, c'est la modicité du taux de transfert. Quand vous parlez de la... C'est pour cela qu'ils s'inquiètent. Parce que quand vous transférez un taux aussi... Pourquoi on ne peut même pas aller jusqu'à 30%? Quel est le problème? Mais attendez, ça va être progressif. Non, pourquoi tout doit être progressif? Parce qu'on sait que la volonté des gens, c'est que nous sommes égaux, mais nous ne sommes pas identiques. Nous sommes égaux, nous ne sommes pas identiques. Nous n'avons pas les mêmes problèmes partout. Et peut-être même les modes de gestion et les mêmes ambitions. Donc, quand il y a de l'argent, pourquoi on ne va même pas à 30%? Et ça veut dire que progressivement, là, ça tient qu'est-ce qui bloque? Le fait qu'on mette en place une vraie décentralisation pour qu'on ne nous apporte plus le problème du fédéralisme. C'est ça le problème. Docteur Valégal, il faut quand même qu'on le fédéralisme, c'est un problème. Hein? Non, si vous n'êtes pas au courant, on vous l'apprend. Pour l'UPC, oui. C'est un problème pour l'UPC. Docteur Valégal, je parle sous le contrôle d'experts comme Tchenté. L'histoire des communautés urbaines, c'était une tentative, une vision que l'État central avait pour qu'il y ait une institution de gestion des moyens pour construire la voirie dans les grandes cités. C'est ça l'idée de base, qui était en soi même pas une mauvaise idée. Parce qu'il y a des communes qui n'avaient pas les moyens de faire face à la voirie. Moi, je suis né dans cette ville, n'est-ce pas, un 22 février 1953. J'ai vu une ville qui avait 10 000 habitants et une ville qui a maintenant presque 3 millions d'habitants sous réserve de recensement confidentiel que nous faisons entre nous. Donc, les besoins sont énormes. Mais vous avez aussi des collectivités territoriales qui n'ont pas ces besoins en voirie, eau, électricité, route, école et tout, et qui n'ont même pas les moyens humains pour gérer le budget. Je ne suis pas dans le camp de ceux qui font de la résistance. Je dis que l'enveloppe doit progresser, mais elle progressera aussi avec le développement de ces... la progression. Mais nous ne pourrons pas décréter. C'est-à-dire que vous aurez... Non. Donc, moi, je comprends un peu l'inquiétude. Vous aurez... Non, on ne décrète pas le développement. Parce qu'en même temps, les problèmes n'attendent pas. Non, député, sauf en régime communiste, qui était l'ancienne filiation idéologique du docteur Baléguel, on ne décrète pas le développement. Oui, mais, n'est-ce pas? Comment ça va se passer? On décrète les lois qui conduisent... Je peux terminer? Oui, terminer, puis je termine pour dire que avec le développement de ces collectivités territoriales, personne ne pourra faire la résistance au progrès de leurs moyens aussi. Moi, je prends le pari que nous souhaitons une décentralisation réussie. Une décentralisation qui ne soit pas dans l'impasse. Ça veut donc dire que l'État devra toujours assister. D'abord, quels sont les fonctionnaires qu'on va mettre à leur disposition? Quels seront les régimes? Il y a les régimes et les régimes qui font qu'on ne peut pas décréter ici aujourd'hui que ça va pas marcher. Je peux vous dire que vous êtes dans la bonne volonté, parce que la décentralisation, on en parle depuis 1996. Mais même si on en parle... Si le docteur et Charles sont inquiets, c'est aussi parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et quand on regarde en plus, je veux dire que moi j'ai entendu certains conseils municipaux, je ne vais pas citer... Non, pas du tout. Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, qui s'en inquiète effectivement. J'ai lu ses commentaires. Oui, nous avons tous reconnu que l'État ou bien les gouvernants ont pris du retard. 22 ans de retard. Maintenant, on se fixe le cap de l'accélération. Même sur la dotation générale de cette année. Il y a des conseillers municipaux qui se plaignent. Hein. Et la dotation de 50 milliards, qui estiment que... Mais il n'a pas dit... Moi, je n'ai pas dit le contraire. J'ai même mis la barre à 1 milliard. Je suis d'avis pour les... 1 milliard pas commune. Pas commune. C'est dans le plaidoyer des maires de CVUC. Je vous dis qu'au Kenya, c'est 15%. Et 1 milliard fait combien pour cent? C'est 10%. Alors, pourquoi? Au Kenya, c'est 15%. La loi a fixé 15%, mais très rapidement, ils sont à 30% sans qu'il y ait eu besoin d'une loi pour fixer. Donc, c'est pour dire que dans le cas de l'accélération, parce qu'on cherche maintenant l'efficacité, dans le cas de l'accélération, je pense que tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. Et parmi les acteurs, il y a l'État central.
il y a les élus locaux. Les Il y a même les populations et les citoyens. On accélère jusqu'à... Mais alors, je vais vous dire que l'une des grandes réticences de la part de l'État central, c'est que les gouvernants, les hauts fonctionnaires, sont tous d'autant en train de dire que la capacité managériale des élus locaux n'est pas suffisante. Tout à fait. Mais on recule les gens. Mais alors, je ne suis pas aussi d'accord. Parce que c'est l'État qui a voulu la décentralisation. Ça veut dire que s'il y a échec, c'est l'échec même de l'État. Oui. Donc l'État doit accompagner cette décentralisation. À côté de cela, quelle est la place du ministère de la décentralisation qui a récemment été créé? Le ministère de la décentralisation assure la tutelle. La régulation, au moins. Donc ça crée toujours confusion dans la déconcentration. Non, La tutelle est régie par des textes. Il n'y a pas de... I'll say it in English. It's just baloney, right? When you tell me the locals don't have the competency, first year give them, if they don't, by the second, the third year they'll build the competency that they need. So it's just one excuse after the other. C'est une incompétence vraiment que je ne sais même pas comment décrire. Si les locaux n'ont pas, je répète encore, si les zones locaux, les communes n'ont pas la compétence, première année, deuxième année, oui. Avant la troisième année, ils auront développé ces compétences. Non, mais quand vous dites qu'on va faire petit à petit, ça fait combien d'années? On est dans 16 ans, c'est combien d'années qu'on attend? Monsieur Nana, j'ai dit que tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités. Dans notre contexte que nous maîtrisons. La loi, le législateur de 2004, a reconnu une mission de compétence générale aux communes, aux communes et aux régions, en matière de promotion économique, sociale, culturelle, sportive. Ça dit, dans tous ces domaines, ils ont la compétence. Mais est-ce que même ces élus locaux s'approprient même les textes de la décentralisation? Non. Le législateur dit que nos communes sont gérées, et nos régions, demain, sont gérées par des conseils élus. Mais est-ce que vous avez déjà assisté à un conseil municipal? C'est pas. Sur 25 conseillers, il y a à peine 2 qui parlent. Ils savent lire le bilan. Hein? Les autres viennent pour émarger. Ouais. Voilà les problèmes que nous vivons chez nous. Donc, il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités en main. La plupart de nos élus gèrent un mandat de 5 ans. Donc, vos planifications, même à long terme, ils ont demandé qu'on mette ce mandat à 7 ans. Hein. Je crois qu'à lors de la séminaire des assises générales avec la commune. Pourquoi que c'est justifierait ça? Ils estiment que 5 ans de mandat ne leur permet pas de déployer leur politique. Mais ils n'ont qu'à ne pas être. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une culture même qui doit être prise au niveau de tout le monde. Parce que si les conseillers même jouaient leur rôle, parce que les gens parlent du délégué du gouvernement. La loi dit que les communes sont gérées par des conseils élus. Oui. La communauté est un régime spécial. Mais le délégué est seul au sein des conseillers élus. Ça veut dire que c'est eux qui délibèrent. C'est lui qui préside, mais c'est eux qui délibèrent. C'est eux qui délibèrent. Mais à chaque fois, s'il a le quitus, c'est la faute à qui? Mais il est aussi du parti majoritaire. Mais c'est pas ça. Alors, ça veut dire que... Et comme chez les Hervé, là, c'est la consigne. Moi, je suis venu ici. La discipline de vote. La discipline de vote. Non, on a des conseils où le compte administratif a été rejeté par les militants de même parti. Oui, ça, c'est vrai. Et vous avez vu les résultats des sénatoriales à Bamenda. On n'a pas mis le revers sous la tempe. Les conseillers RDPC, 22 qui ont rejoint le SDF. Moi, je suis venu ici parce que le sujet c'est complexe. Ici, chez nous, les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que le sujet est très sérieux. Il y a la corruption. J'ai vu le profil des panélistes. Je me suis dit qu'en rentrant à Yaoundé, on aura au moins contribué à quelque chose. Et je vous dis que cette décentralisation, tant que ça ne marche pas, on aura toujours les problèmes. Mais elle n'a pas encore commencé. Oui, mais on attend quoi pour commencer? Mais là, il va commencer. Il faut nous investir dans le coup d'accélérateur. Mettons le coup d'accélérateur. Et c'est pour ça qu'on est en train de discuter là. Oui. Mais en réalité, vous savez que c'est la nature humaine. Il y a les gens qui ne veulent pas déconcentrer les choses. C'est ça le vrai problème. Et c'est vous. Non, pas nous. Non, c'est votre parti qui est au pouvoir, pour le moment.
Oui. Et vous avez un rôle à jouer pour demander aux gens que... Et c'est ça, c'est pour cela qu'ils se plaignent. Il faut demander aux gens qu'à un certain moment, il faut laisser les choses. Même dans la pratique, vous ne pouvez pas aller prendre un CS de Brousse là-bas, très loin à la Brousse. Vous dites que c'est le ministre qui a Yaoundé qui nomme... On est d'accord là-dessus. Non, on n'est plus à ce stade, docteur. À partir de 100 millions, tous les maires sont les maîtres d'ouvrage. Oui, docteur. Non, je ne parle pas d'ouvrage, je parle même mais ça veut dire que c'est eux qui prennent l'initiative. C'est eux qui vont nommer les professeurs des lycées et tout. C'est pas ça. Ils ont la responsabilité de construire l'école. Ils ont la responsabilité, mais c'est pas eux qui nomment les... Maintenant, c'est une autre étape. Oui, c'est une autre étape et il faut la faire rapidement. Parce que quand vous mettez il faut mettre les hommes qu'il faut. C'est pour cela qu'on vous dit que quelqu'un ne peut pas aller dans un CS de Brousse là-bas pour être nommé. Je comprends votre souci, docteur, parce que vous contrôlez la mairie des ECA, vous voulez nommer les fonctionnaires qui travaillent chez vous. Parce que chez vous, c'est une idéologie. Non. Écoutez, Hervé, le vrai problème en réalité pour ces pays, c'est que c'est la nomination. Il faut qu'on passe dans une situation d'élection et de sélection. C'est ça, même le commissaire... Il veut une fonction publique territoriale. C'est ça. Oui, mais elle va accompagner la décentralisation. C'est un aspect de la décentralisation. Oui, absolument. Le vrai problème, c'est la nomination. Parce que quand vous avez le pouvoir de nomination, vous manipulez les gens. Non. Si on élit le commissaire ou le commandant de brigade, ce sera un commandant de brigade politique. Et pour moi, l'impartialité de l'État va voler en éclats. Ça c'est un autre secteur. Mais quand dans le pays il va répondre aux gens qui l'ont élu. Le pays dans lequel vous vivez, les États-Unis d'Amérique, on sait très bien que les gouverneurs ont un management selon qu'ils sont républicains ou démocrates, n'est-ce pas? Mais tu connais bien ce pays. Les shérifs sont élus, les procureurs même. Ça, c'est l'administration politisée. Le souci est celui-ci, M. Balaguel. Le maire doit avoir le pouvoir d'accepter ou de sanctionner ses collaborateurs. Oui. On ne peut pas transférer la décentralisation sans lui donner l'infrastructure humaine pour la réussir. Nous, notre position, c'est qu'il faut une décentralisation réussie. C'est pour ça que des approches critiques comme celle de M. Comtuente sont très intéressantes. Il n'y a pas un débat idéologique. C'est nous qui avons souhaité voter cette loi, cette évolution, même si elle a pris de retard. Son échec sera notre échec, son succès sera notre succès. Et dans l'intérêt de la nation, il faut plus qu'on ait la justification des événements que nous avons connus dans le nord-ouest et sud-ouest par l'éloignement de l'administration où, pour augmenter une salle de classe, il fallait attendre qu'un fonctionnaire au ministère du Plan, de l'économie du Plan, l'accepte. Et ce qui nous explique, c'est que dans un budget inférieur à 100 millions, la collectivité territoriale répond en temps réel à une demande sociale. Barthélémy, vous disiez que le préfet ici va réagir désormais a posteriori. C'est-à-dire il a dit l'administration. Ça veut dire que les lois sont claires, elles sont dans le cadre des lois. La tutelle sur les communes et demain sur les communes est assurée par le représentant de l'État. Et ce représentant de l'État au niveau du département, c'est le préfet. Demain, au niveau de la région, le représentant de l'État, c'est le gouverneur. Mais maintenant, la tutelle, dans le cadre des lois de décentralisation, c'est une tutelle a posteriori. Ça veut dire que vous prenez votre acte, mais vous-même, vous vérifiez que c'est dans la légalité. Tout à fait. Vous la soumettez quand même au préfet, au représentant de l'État, qui veille au contrôle de l'intérêt général et autres. Tout à fait. Si la légalité est là, le préfet n'a rien à voir dans votre acte. Et même s'il veut s'opposer, si vous faites un rappel à l'ordre, vous persistez, il saisit le juge administratif. Et ça va prendre Maintenant, il y a une tutelle quand même qui reste dans le cadre de l'approbation de certains actes, qui est bien réglé par les textes, notamment au niveau des budgets. Parce qu'on dit bien qu'il n'y a pas de tutelle sans texte, ni de tutelle au-delà des textes. Donc tout cela est encadré par la loi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de l'accélération, je pense que la plus grosse responsabilité, le plus gros effort encore, c'est l'État. Parce que si le président a demandé d'accélérer, accélérer pour moi suppose par exemple qu'on sorte les textes
des textes réglementaires. Oui, il en manque, il paraît. Nous n'avons pas de charte de déconcentration. La stratégie même de la décentralisation. Le nombre d'élus. Hein? Le statut de l'élu local. Le statut des agents communaux. La composition de conseils. Voilà. Et même comment sera organisée toute cette tutelle. Donc tout ça, c'est des textes qui sont attendus pour baliser dans le chemin de l'accélération. Et en plus, comme il s'agit d'assurer le développement harmonieux des collectivités, et vous savez que pour assurer ce développement, ce n'est pas 100 millions. Parce que 100 millions dans une localité ne construit même pas 1 kilomètre de route en terre. Donc l'État, à mon avis, doit penser à un plan d'urgence pour l'accélération de la décentralisation. Là, ça devient encore très compliqué. Mais c'est compliqué. Pour l'accélération. Mais sinon, vous trouvez les moyens où? Pourquoi j'ai dit que vous trouvez alors les moyens où? Un niveau d'incompétence dans ces gérances de décentralisation là qui est. Mais vous trouvez alors les moyens où? L'État dit 100 millions aujourd'hui parce que c'est ce que son budget lui permet. C'est une affaire de priorité. C'est une affaire de priorité. Mais regardez nos budgets. On n'investit plus pas de notre argent. Ce n'est pas prioritaire par rapport aux problèmes sécuritaires. Des problèmes sécuritaires depuis des années nous pompent beaucoup d'argent. Vous vivez aux États-Unis tout le temps. Vous pensez que pour l'État, la décentralisation est prioritaire par rapport à la sécurité? Je vous assure que le Trésor met la priorité d'abord sur la gestion de la sécurité. Bien sûr. Et tout le reste vient après. Mais le reste, c'est de l'argent. Mais il n'y a rien sans sécurité, docteur Balaguer. Je suis très d'accord. Donc c'est pour dire que si l'État veut se mettre en marge de cela, il faut un plan d'urgence pour l'accélération de la décentralisation. Tout à fait. Oui. Et êtes là, maintenant, les bailleurs de fonds aussi peuvent contribuer dans le cadre de ce plan d'urgence de financement. Pas tous à la fois, Charles. Que je vous pose une simple question. Oui. Le trouble de Boko Haram et Nord-Ouest, ça fait combien d'années? Quelle était notre priorité dans les 5 ans et les 10 ans qui viennent de s'écouler? Ce n'était pas sécuritaire. Si. Oui, mais maintenant, on dit que l'État, on a commis des erreurs, on a eu des retards. Donc nous admettons que nous avons commis des erreurs. Mais bien sûr. On dit maintenant, on accélère. C'est le point de départ, l'accélération. Monsieur Nana, mais il y a eu des erreurs. On dit qu'il y a une réticence de la part des hauts fonctionnaires. On reconnaît tous. Monsieur Nana, la prévision. Maintenant, le chef a dit accélérons. Monsieur Nana, la prévision, et les statistiques. Pardon. Pierre Balaguer d'abord voulait réagir. Oui, Hervé, je vais dire une chose. Lorsqu'on avait posé la question à Mitterrand, pourquoi il voulait dans l'Union européenne, il avait dit, mettez ensemble la finesse française, la rigueur allemande et le pragmatisme anglais, britannique. Vous verrez ce que c'est que l'Union européenne. Les 3 choses. Mais ici, quand on s'assoit comme ça, en réalité, c'est pour mettre ensemble quelque chose. Vous nous dites, parce que les mots là, quand les gens nous écoutent, vous dites plan d'urgence, pour l'accélération de la décentralisation. C'est une proposition. Oui, c'est une phrase, c'est des mots qui, pour nous, qui sommes les praticiens de la politique, à un certain moment, ça ne dit pas beaucoup de choses pour nous. Dites-nous exactement que, quand vous dites vous accélérez jusqu'à quelle vitesse? Quel est le taux? Vous allez jusqu'à quel taux? Est-ce que vous accélérez jusqu'à 50%? Et surtout, ça produit quoi? Ça produit... Quelle est la date limite pour arriver à une certaine place? 2 ans, 3 ans? Oui, quand le président de la République dit quelque chose, il faut donc que le gouvernement puisse nous dire les délais. Et qu'on sache que d'ici telle année, parce que finalement, qui va évaluer cette accélération? Si vous ne nous dites pas dans les termes pratiques ce qu'on doit faire. Je peux répondre. Allez-y. La prévision et les statistiques ne sont pas des sciences exactes. Et vous qui êtes un leader du plus vieux parti de ce pays, et qui est un parti quand même qui a produit l'essentiel de notre élite, vous ne pouvez pas vous lancer dans un truc démagogique pour nous demander de dire que nous allons, dans 2 mois, construire un gratte-ciel à Baudemacaque. Non, ce n'est pas sérieux votre question. Ce que nous disons, et je vais le répéter parce que la répétition est indispensable. Vous savez, dans le pays dans lequel vous vivez, que je connais très bien, puisque mon travail m'y a amené, il fut un temps où la Californie a été en faillite. Vous le savez, Charles. La Californie était en faillite. C'était une collectivité, au sens juridique, c'est une collectivité territoriale, un État fédéral. Donc,
Ce que la voie que je suis, qui me semble être celle que propose comme Tchénté Batemi, c'est que nous fassions très attention et que nous soyons exigeants en ayant confiance que c'est avec le temps, prudemment, que nous allons accélérer. Et ce qu'il entend par plan d'accélération, ça veut dire changer l'ordre des priorités des finances publiques actuellement pour dire que ça fait partie une des causes nationales. C'est-à-dire faire passer ça en priorité absolue pour qu'on commence à ressentir les avantages de la décentralisation malgré le retard pris. Si demain, au bout d'un an, on voit qu'une collectivité est plus active sur le terrain grâce à la décentralisation, mais on va dire c'est mieux parce que la plupart des collectivités, et docteur, vous êtes membre d'un conseil municipal, vous expliquez toujours, voilà, vous étiez, mais c'est pas grave, vous explique toujours, on n'a pas fait ceci, cela, parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de la tutelle, c'est terminé. C'est ce qu'il est en train de nous dire, que l'esprit de la loi fait maintenant que la collectivité va avoir cette capacité à initier des projets et au moins à les provoquer dans l'intérêt de tout le monde. C'est ça, et il faut... Mais vous passez le temps à faire un procès préventif. Charles Nana lui dit, de toute manière, ça ne marchera pas tant qu'il ne sera pas dans un système fédéral. C'est normal, il vit aux États-Unis. Mais nous, on dit que ce n'est pas le système que nous avons choisi au Cameroun. Nous voulons un État unitaire décentralisé. Oui. Alors, vous savez, au niveau de l'État, on a la vision 2035. Après, qui se décline qui se décline en DSE. 2050. Non, il paraît qu'on va... Et dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la DSE, il y a eu un plan d'urgence d'accélération de la croissance. Absolument. Qui a été budgétisé à 975 milliards. Parce que le DSE n'a pas... Et ces 975 milliards ont été financés par des banques. Par 5 banques. Oui. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui qu'on compte sur la promotion de la décentralisation en comptant uniquement sur le budget de l'État. Des emprunts. Non, mon ami, tout ce qu'on vous demande, c'est que dites-nous qu'en 3 ans, on aura ceci, on aura cela. C'est aussi simple que on le met dans le plan d'urgence. Vous nous parlez le gros L'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Écoutez-moi, celui qui habite à Mabimbi, tout ce gros français lui dit rien. Oui. C'est ton village. C'est son village, je voulais adresser ça. Mais non, je prends un exemple. Il n'y a pas de route. Donc, dites-nous pour que la grand-mère, parce que c'est ça, la gouvernance. Pour que the most affected, the most vulnerable, give them a deadline. Say within 3 years. J'avoue que je rejoins grandement. Ah bon? Oui. Mais l'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Une seconde. Et dans le cadre de ce plan d'urgence, on va décliner comment on améliore acceptez mon dans l'ensemble du territoire. Je veux dire qu'en 2010, quand on parle du DSE, l'objectif, c'est tout ce que vous dites. C'est notre sujet. Non. Il y a eu glissement. Bon, d'accord. je veux dire que quand on commence à faire ce plan-là, on se dit en 2015, voilà ce qu'on aura. On aura nos barrages. C'est triennal d'ailleurs. C'est un plan d'urgence triennal. C'est pour ça qu'on gère les projets. D'ailleurs, la communauté met le doigt là, c'est horizon 2025 pour un certain nombre d'initiatives. Donc, les Camerounais se disent, OK, à moyen ou à long terme, voici un certain nombre d'infrastructures qu'on aura qui nous permettront de sortir de... Alors, et puis maintenant, on nous dit la décentralisation, il faut l'accélérer, d'abord la mise en œuvre. On s'est rendu compte qu'elle n'allait pas au bon rythme. Maintenant, il faut l'accélérer. Et là, je rejoins Charles, qui, je vais dire dans ce terme, nous rappelle quand même d'autres slogans. Santé pour tous à l'an 2000. Oui. Sauf que il y a un élément que Charles doit intégrer. Dans le cadre de la décentralisation, les institutions mises en place auront un système de rétine et donc des gens qui vont les sanctionner. Si vous êtes à la tête d'une collectivité locale et que vous ne pouvez pas que ça apporte un mouvement, le vote de Cameroun... Ah ben oui, là c'est encore le volet. Une petite phrase à Hervé. Hervé,
il ne faut pas qu'on fasse la décentralisation académique. Voilà. Oui, C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous avais exactement résumé. C'est l'académique. C'est pas académique. Vous avez résumé ma pensée. Le problème est simple. Donc pour vous, c'est la décentralisation. Non, attendez. Non, ça c'est une Le problème est simple. On ne peut pas accélérer la décentralisation sans moyens financiers. Ça va de pair. C'est pourquoi on a dit que c'est une priorité pour revenir où notre budget et notre trésorerie ne permet pas d'accélérer au rythme. Donc vous revenez où j'ai dit que c'est une priorité de l'État. C'est une affaire de priorité. Quelle est notre question? Pourquoi on met cette priorité? Ce n'est pas un pourcentage. C'est pas un pourcentage. Donc ça veut dire que si vous avez 1 franc, c'est les 10% de 1 franc. Docteur Baléguel, il y a une dimension que je voudrais poser cette question à Barthélemy. Il y a une dimension que vous ignorez peut-être. C'est que les collectivités territoriales, quand elles vont prendre corps sous réserve du renforcement de la loi, vont avoir une personnalité juridique, vont avoir un rythme, une autonomie et peuvent faire des emprunts. C'est pour ça que la condition d'une réussite de la décentralisation, c'est une bonne gestion, parce que toutes les collectivités ne seront pas logées à la même enseigne. Si vous êtes une collectivité qui a pour principale ressource, par exemple, le bois, malgré les lois, vous coupez le bois et finalement, on ne voit pas où vont les recettes. Ça, c'est la théorie. Vous ne pouvez pas souscrire des emprunts. C'est la même chose. Donc les collectivités vont aux États-Unis. Mais monsieur, comme vous venez même de nous dire ici même que ceux qui sont responsables, s'ils ne font pas, ils doivent les sanctionner. Oui, donc voilà que la CAN, on n'a pas pu organiser la CAN, on a sanctionné qui? Mais ça, on a sanctionné qui au Cameroun? Non, Hervé, attendez. Il a pris l'avion pour arriver ici. Moi, je pense que... Comment on vous a dit au niveau local, il y a déjà la démocratie, l'élection. Après, il y a la redevabilité. Oui, mais alors qu'au niveau national, c'est pas pareil. Dans ta petite commune, les conseillers peuvent t'interpeller. Son inquiétude est politique. Je veux dire qu'un conseil, en majorité... RDPC, par exemple. C'est le cas. Oui, non, allons-y. J'ai beaucoup d'amis au RDPC. Maintenant, il ne faut pas croire que mes amis du MRC ont pris la place de... Tu es critique dynamique. Oh. Non, je veux dire que la question est davantage politique dans ce sens que, quand on parle de sanctions, un conseil, en majorité RDPC, par exemple, dont l'exécutif, par exemple, n'aurait pas atteint les objectifs visés. Mais ils seront battus aux élections. Mais oui. Et s'ils commettent des actes de malversation, ils seront dissous. Mais député, la faute à qui? C'est dans la loi. Les populations élisent leurs représentants au sein des assemblées locales. Avec la décentralisation... Alors si une fois élus, les gens ne prennent pas leurs responsabilités, c'est la faute à qui? Merci, Barthélemy. Ce n'est pas la faute à la population qui élit. Avec la décentralisation, je crois, Gustave Ebanda, maire de Douala 5e, j'ai dit, monsieur le maire, ça fait 6 mois que vous ne mettez pas la barrière à l'école publique de la Cité Cycle, ne comptez pas sur ma voix. Ça a beaucoup plus d'efficacité que s'il y a un contrôle qui c'est le ministre de la Santé qui vient faire le tour des hôpitaux à Douala. Voilà. Bon, l'autre question qui évidemment est subsidiaire et dont on devrait parler ce soir, la solution donc est-elle possible? Je veux dire, dans ce contexte de décentralisation, puisque l'une des revendications, notamment concernant les crises sécuritaires dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et même de façon générale dans un certain nombre de localités, est évidemment de rapprocher la décision du centre. Je ne veux pas dire de l'électeur, mais je veux dire que de la population, de la localité. Cette forme de décentralisation-là, quelle peut être son efficacité face à ce genre de problématiques? Alors, c'est toute une évidence. Parce que ce que nous faisons là, c'est des gros débats politiques et d'intellectuels. Mais la population a besoin de quoi? Des services essentiels de base. D'avoir de l'eau, d'avoir l'électricité, d'avoir la route. C'est pratique. Donc, une fois que la population a cela, elle n'ira pas à Yaoundé. Non. Elle reste dans sa localité, elle voit ses conseillers municipaux et demain les conseillers régionaux. C'est eux qui doivent rendre compte à cette population. Dès que ces élus locaux ont la pleine responsabilité du développement local. Donc les populations vont se limiter à dire que nous on vous a élus, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Et aux élus maintenant de se débrouiller maintenant pour qu'ils aient les moyens pour satisfaire les populations. Dans le cadre de cette décentralisation, d'abord ça va réduire les délais.
de projets. Parce qu'on ne va plus avoir ces projets longs avec des commissions qui ça va réduire les délais. Ça va responsabiliser ceux qui décident. Et puis, troisièmement, nous aurons là un système de fécondation administrative qui fait que lorsqu'il y a un besoin, il se ressent tout de suite et on va mobiliser les moyens. Donc, je pense que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Du gagnant pour la communauté locale, gagnant pour la République et pour le territoire. Ça va aménager le territoire. Autre chose aussi, je parle là sous le contrôle de Barthélemy comme tu étais, je pense qu'on va dresser le périmètre de compétences entre la commune, la région, parce que les deux ne vont pas se marcher dessus. Oh oui. Il va falloir qu'on dise qu'est-ce qui relève du domaine de la commune, dans le périmètre de la commune, et qu'est-ce qui relève de la région, y compris dans le périmètre de la commune. Voilà tout un travail de texte réglementaire. La loi définie. Hein. Oui, non, mais il faudra qu'on banalise cela. Et on doit s'attendre à ce que demain, les régions s'occupent plutôt beaucoup plus du développement économique. Alors, on est en train de l'ensemble des départements. Un problème sérieux, donc c'est le changement de régime. C'est-à-dire comment on voit le futur régime du Cameroun. Mais en même temps... Pardon? C'est un changement de régime. Si vous voulez, puisque c'est le possible. Non, pas d'homme. Je ne parlais pas de changement d'homme. Alors, je parlais de changement de régime. C'est-à-dire régime de gouvernance. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Régime de gestion, si vous voulez que je dise ça. Bon, alors, mais là, il faut choisir des hommes qui respectent les lois. Oui, oui. Vous ne pouvez pas, dans un régime démocratique, heureusement que la décentralisation n'est plus là-bas. Vous allez, quelqu'un a voté dans un parti politique, normalement, pendant 3 jours, tout le monde voit à la télé, jusqu'à dans tous les pays du monde, et vous prenez un bic pour dire un matin que j'ai nommé un leader. On est d'accord là-dessus. Pour politique. Ce sont ces choses-là qui font que, malgré ces débats que nous faisons, malgré les textes, malgré les bonnes clarifications d'Hervé, et malgré les clarifications de l'espère, l'implémentation de ces choses-là. C'est un changement de mentalité. Et puis moi-même, je pense qu'au rythme où vont les choses, les communautés urbaines ne vont pas subsister. Ah non, moi je pense qu'elles vont pas subsister. Permettez qu'il termine. Parce que demain, tu as un niveau, le conseil régional, sur le plan protocolaire, c'est le président du conseil régional. Il ne faut pas que demain. Qu'est-ce qu'on aurait besoin avec un délégué du gouvernement? You take the test and you put it aside. And you start. It's a theoretical debate we're having. It's not practical. It's not that theoretical. We are going to somewhere. But what I'm saying is that if you want to implement it, it should put the right people. Oui, mais docteur, la réussite de la décentralisation ne peut se faire que dans le cadre du respect de l'état de droit. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on a parlé en propos. Mais quand vous parlez donc des élections, à partir du moment où quelqu'un nomme les gens et perturbe un autre parti politique, ça c'était le régime spécial. Vous avez dit. On a dit ils sont gérés par. On dit les collectivités sont gérées par des conseils élus. Voilà le principe. Vous avez dit que l'un des axes, c'est la démocratie. Oui, tout à fait. Et dans la démocratie, il faut respecter les partis politiques. Absolument. Et il y a les lois pour les partis politiques qui empêchent l'ingérence. À partir du moment où vous commencez à faucher le fonctionnement des partis politiques, vous allez arriver à quelle loi et à quelle décision? Donc vous serez seul, par exemple, dans une circonscription, parce que vous avez effectivement empêché un parti politique d'évoluer, vous serez seul là-bas à être dans les régions. Et c'est ça le vrai problème. Il y a souvent des choses qui sont contraires à l'ordre public faites par l'administration. Et l'administration n'étant pas un organe de base du RDPC, moi je ne les assume pas. Vous comprenez? Je n'accepte pas qu'on transforme parfois le pouvoir républicain aux habitudes de l'Africafoot. L'État n'a pas à gérer la vie, ni les élections, la sélection des dirigeants d'une association. Moi, je suis clair là-dessus. Voilà le droit. Qu'il y ait eu quelques dérapages, c'est pour les regretter. Et ça a d'ailleurs des conséquences que certains ne pouvaient pas imaginer. Je suppose que beaucoup de votes à Iseka ou à IDEA sont expliqués par ce qui s'est passé dans votre... Absolument. Donc, dans le cas de la décentralisation, vous verrez que, ça va former les populations à la chose publique beaucoup plus vite que les simples campagnes d'aller vous inscrire.
Parce que chacun se trouvera être un acteur. Hervé, vous ne voulez pas me comprendre. J'ai répondu. Non, vous n'avez pas le encore droit répondu. de venir. Oui, c'est ça. Vous voulez me faire dire des choses contre mes amis politiques. Non, c'est pas ça. Mais écoutez, actuellement, nous sommes en train de préparer les élections. Vous commencez à perturber les partis politiques. Lesquels on a perturbé? L'UPC, par exemple. C'est pour le regretter. Bon, ça veut donc dire qu'à un certain moment, on se trouve avec des conseillers municipaux qui sortent d'un seul parti et que donc, c'est exprès que vous avez fait ça. Non. Et oui, c'est exprès que vous avez fait ça, puisque moi je ne peux pas fonctionner. L'UPC a des conseillers municipaux. Oui. Et ces conseillers municipaux vont faire des listes ou être candidats pour être conseiller départemental. Bientôt, on aura les... Mais en quoi est-ce que bientôt, on aura les communes. avoir la Non, bientôt, on aura les communes. Quand vous fauchez que je suis, quand vous me bâillonnez, je ne suis pas... Pourquoi vous n'allez pas devant le juge administratif pour contester la décision? J'y suis allé. Ça fait 7 mois. Attendez donc la décision, soyez serein. Moi, je crois que ce débat-là, we've deviated from what the question was. Non, c'est The question was, does the decentralization ease the security issues we have in the Northwest and Southwest? That was the question, isn't it? Absolutely. Then we got into some. No, easy. Well, from my perspective, I think it will not. Absolutely will not. Because the question, the issues that have been raised by Anglophones, people in the Northwest, they have made it very clear. And the question was simple. We are hungry. Where is our inheritance? But what has the state done? The first thing, they gave them a bilingual commission. Right? Comme quelqu'un te dit que où est mon héritage? J'ai faim. Nous sommes 10. Certainement, je n'ai rien. On lui donne la commission de bilinguisme. Et on nous sort avec le ministère de la décentration, le développement harmonieux. Allez-y, Charles. Mais Charles a été payé pour venir faire la propagande. Vas-y. Non, je fais la propagande du parti du Hervé, je l'ai invité. Hervé, je l'ai invité, Charles. Je respecte. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il nous fait l'honneur et l'amitié. C'est l'avocat de... Vas-y. Bon, c'est une question. But anyway, so the question You know is, what I want to say. No, I don't know what you want to say. Say what you want to say, then I can respond. Allez-y, Charles. This is the issue, right? The question was a valid question. Can the initiative of decentralization ease the issues, the challenges in the Northwest and Southwest province? Yes, in part. The question, from my humble opinion, is no. Because the request and all the solutions, I gave you 3 solutions that the government have tried to bring forth. They've given them a commission of bilingualism. They've created a ministry of decentralization, which they do not believe in. And thirdly, a disarmament committee. All they have asked you is, I am hungry. Share the inherit. We want to have control of our assets. We want to have more say in the governance. We want to make sure that we feel part of the country. That you tell him to. It's just like my brother will come and ask me, give me the part of the money that comes to me. I tell him to go and learn French. It's not the solution. So the solutions that have been put forth does not address the root cause of the crisis that we're having in the Northwest and Southwest. Until we all understand that we are part of one nation, we learn to listen to each other, we come to a table and discuss what is the fixing issue that is bothering us. Because, for example, Mr. Com said we have walked away from the issue of federalism. The moderate I say, English-speaking Cameroonians think that's the only solution to the crisis we have. Those who are very extreme don't want anything to do with the current union. So those who are in the middle are saying, let's go back to 1961 Constitution, which was violated in 1972, that we want a federal republic where people or those in those regions have a say or a control of their assets. Oui, d'abord. Il faut que je réponde. Alors, moi, je vais dire que ne perdons pas de vue le contexte. Parce que quand nous parlons de décentralisation, l'enjeu majeur, là, c'est le développement local qu'on recherche. Ça veut dire que améliorer les conditions de vie des populations. Évidemment, pour améliorer les conditions de vie des populations, apporter de l'eau, construire, il faut qu'il y ait la paix. Pour parler du problème du sud-ouest, nord-ouest, ça veut dire que même si vous avez de l'argent, dans une zone en guerre, vous ne pouvez pas construire. Donc pour vraiment mettre en jeu et impacter la décentralisation dans ces zones, il faut déjà la paix. Et maintenant, quand il y aura la paix,
les lois donnent l'ouverture à l'État d'accorder des dotations spéciales. Ça veut dire que s'il y a la paix dans le sud-ouest, le nord-ouest, et qu'on décide de développer, ils auront une dotation de reconstruction. Ils auront une dotation spéciale, pas au même titre que les autres régions. Je crois qu'il y a une différence. Mais à la base, il faut la paix. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'on peut construire sans paix. Donc c'est là où il y a Nous voulons tous Emmanuel. Il faut quand même qu'on rentre dans certaines vérités qu'on évite. Vous savez combien représente le nord-ouest dans le produit intérieur le nord-ouest, le sud-ouest ou bien le nord-ouest? Le nord-ouest seulement. Pourquoi uniquement le nord-ouest? Non, je vais prendre chaque région. Ok, allez-y. Pourquoi ça vous gratte quand je vous pose cette question? Non, je pose. Non, je vous pose la question. Allez-y. Non. Si vous ne savez pas, je préfère ne pas le dire parce que c'est politique. Avec la décentralisation, le Nord-Ouest non seulement va continuer à recevoir plus que sa part dans le produit intérieur brut, mais on va créer un sentiment d'appartenance parce que ce que nous autres, on a compris dans les événements qui ont commencé à l'origine, parce qu'il y a aussi des extrémistes, à l'origine, c'est que certains compatriotes avaient le sentiment d'exclusion. La décentralisation va les faire se réapproprier une partie de leur destin local. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est ce que Barthélemy explique. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que bon, le Nord-Ouest apporte 4%, par exemple, je ne dis pas le bon chiffre, 4% dans les recettes fiscales du Cameroun, donc il ne recevra que 4%. Non. On va créer des systèmes de péréquation qui font que les régions les plus riches vont laisser quelque chose pour l'autre région, exactement comme vous avez décrit le rôle de la Californie ou du Texas actuellement dans le développement américain. Donc, il faut arrêter de faire la propagande en disant que la décentralisation n'est pas une réponse, qu'il n'y aura de réponse que si on fait ce que vous voulez, c'est-à-dire faire du fédéralisme. C'est non. Bon, Pierre je pense que la guerre du Biafra a fait 30 mois. Ouais. Et les conséquences étaient extrêmement désastreuses. 10 millions de morts. Extrêmement désastreuses. Parce que quand on se retrouve dans un plateau comme ça, il faut faire extrêmement attention. Parce que nous sommes là. Mais pendant que nous sommes là, il y a des gens qui souffrent. Pas par leur faute. Si le problème était posé, qu'on veut plus de décentralisation, ou bien même, admettons le fédéralisme, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais quand on pose le problème dans les fondements de l'État, on dit que non, il faut créer une autre république. C'est là que le problème se pose. Disait très bien les discours de Djoukou. Là, ce sont les extrémistes. Voilà, disait très bien les discours de Djoukou. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est eux qui agissent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bon, maintenant... C'est eux qui brûlent les écoles, les hôpitaux, les enfants. Maintenant, je reviens sur l'histoire. Nous avons toujours dit, l'UPC a toujours dit l'élévation des standards de vie. C'est là où on revient sur le développement local. Quelle que soit la manière de penser l'Hervé, on a toujours dit ça. Ah, moi, je suis favorable. Voilà, ok, mais je crois que ce n'est plus... Mon père était à l'UPC, m'a laissé un peu du PC dans le sang. Ce n'est plus... Tu as beaucoup de RDPC. Alors, je suis RDPC. Alors, je voudrais dire, la décentralisation, il faut qu'on soit d'accord nous tous que c'est un moyen pour résoudre le problème anglophone. Il faut qu'on soit d'accord. Mais c'est pour cela que tous les débats qu'on faisait aujourd'hui, c'est pour que l'accélération soit une accélération réelle et pratique. Absolument. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour rétablir la paix. J'ai une seule question pour vous. Est-ce que vous pensez que les anglophones pensent que la décentralisation, c'est leur solution? Ouais, je dis que c'est moi. Oh, mais monsieur Cobb, lui, il est là depuis. C'est comme s'il a le monopole de la connaissance. Non, c'est comme si vous avez le monopole de la connaissance, monsieur Cobb. Pourquoi? Parce que tu es bilingue, tu parles parfaitement bien français et anglais. Et je quand parle pas bien français, je bricole. Je bricole le français, mais laissez-le exprimer cette voix-là. Tu t'appelles Charles. Charles, allez-y, exprimez cette voix. Ma question a été très simple. Et c'est ça le problème anglophone. On se sent exclu. Je te posais la question simple. Est-ce que vous pensez que les anglophones pensent que la décentralisation est la solution de leur problème? Une des solutions, oui. Alors moi je vais te poser la question inverse. Ouais.
comment on peut faire comprendre aux anglophones que la décentralisation est une solution? La première des choses, on doit venir à table, revoir la forme la forme de l'État. Et on doit rentrer, parce que c'est ça où les Bon, maintenant, si après le tour de table, on se rend compte que c'est la décentralisation qui gagne. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, on essaye de voir. N'oublie pas que nous sommes tous. Oui. N'oublie pas que nous sommes entre tous. nous, Oui. c'est après le tour de table, c'est la décentralisation qui gagne. Après le tour de table, comment tu fais pour aller donc faire que les anglophones tout pensent le monde comprend que c'est la solution? On s'est assis comme en famille. On a vu ou on a décidé que c'est la décentralisation et tout le monde voit comment nous allons faire pour que tout le monde se sente. Mais pour arriver, qui t'a donné mandat pour arriver, je n'ai pas au nom des anglophones. Pour arriver à l'État unitaire décentralisé, il y a eu ce dialogue, la tripartite. Absolument. La tripartite, on n'est pas arrivé là comme ça. Attention, il y a eu la tripartite. Non, la tripartite est venue en quelle année? En 91. Alors, État unitaire, c'était quand? 96, la Constitution consacre. Non. Mais je crois que la Constitution consacre l'État unitaire décentralisé en 96. Qu'est-ce qu'elle a sur la base des travaux de la tripartite? What is the family that can refuse to sit together and talk? That's all we're asking. That's what if you are in the same family, you should accept to sit every time and talk if need be. C'est ça la famille. On s'assied tous, on parle. Mais je voudrais que tu saches que il y a une bonne partie de la population que eux, ils pensent toujours qu'il faut qu'on rentre à table. On commence avec la Constitution de 61. Ils se disent que... Les ambazoniens. Je n'ai pas dit les ambazoniens. Là sont les extrémistes. Mais tu parles au nom de qui? Je parle au nom de personne. Je te dis qu'il y a un point de vue. Charles, l'urgence maintenant, c'est rétablir la paix dans ces deux zones. On est d'accord. Mais il dit que... Mais on va établir la paix comment? Mais c'est ça. Il faut réfléchir comment établir. On peut établir la paix. On établit comment? 1. Ceasefire. Yes. 2. Period of national reconciliation. 3. We bring all the parties to the table and we begin to talk. There are two issues. We discuss national unity and national integration. Because my Francophone brothers like to mix national integration and national unity. Two separate issues. Then now we have to build, we call them confidence building initiatives. Non, laisse ça. On peut faire donc tout ça en combien de temps et dans quel cadre? J'avais proposé, ça fait 5 mois, j'avais proposé 90 jours, 90 days. C'est vrai, merci. Of a period of national reconciliation. C'est presque la même période qu'on a pris en Afrique du Sud pour faire la réconciliation nationale. Oui. Hein? Et on commence avec le problème qui est plus pressing, qui est plus urgent, c'est l'unité nationale. Et quand on quitte de l'unité nationale maintenant, on peut causer l'intégration nationale. Mais il faut d'abord la paix. Et on se rend, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit-là. Et nous sommes des enfants de la même patrie. Ça ne sert à rien qu'on se batte. Parce qu'on a des vues divergentes. C'est inacceptable. Hervé, Emmanuel. Monsieur Nana, nous sommes des compatriotes. Et ce n'est pas avec des incantations des nouvelles églises de réveil qu'on va construire ce pays. Il faut qu'on s'investisse dans la raison et le sérieux. On vous a expliqué ici que la décentralisation, moi je reviens au sujet, est un instrument, à défaut de solution définitive, mais un instrument d'atténuement des craintes, des méfiances dans cette région. Parce que les populations, nos compatriotes, ou qui se trouvent sur le territoire, vont se réapproprier en partie même leur destin. Donc vous nous entraînez dans un débat complètement sur les questions qui sont évoquées dans d'autres espaces. Mais on ne va pas faire l'économie de cela. Je vous dis simplement que dans notre pays, il y a eu des élections et il y avait un candidat qui, lui, était pour un État un et indivisible et c'est lui qui a été élu à 72%. C'est fini. On va passer à autre chose. Pour sortir. Quand vous serez majoritaire, vous allez remettre par-dessus-dessous cette République et vous verrez si vous allez l'emporter. Donc aujourd'hui, faisons tout pour réussir la décentralisation. Parce que je crois qu'elle va permettre à un habitant de Muyuka ou de Kumba de ne pas avoir le sentiment que pour avoir un marché... Je commence par vous. Oui. Êtes-vous optimiste? Question simple. Moi? Oui. Ben naturellement.
Charles, Je dois être optimiste Quelle est la question? êtes-vous optimiste? pour la décentralisation. Je ne suis pas. Barthélémy, hein? Oui, je suis optimiste. Il faut vraiment accélérer. Il faut accélérer, parce que si ça dort encore au rythme de 22 ans passés, vraiment, on ne va faire que multiplier les problèmes. Pierre Baléguel. Oui, pourvu qu'on protège les partis politiques. Parce qu'on ne peut pas faire une décentralisation sans démocratie. Et là, vous remettez sur la table la Mais question, il a raison, il est venu avec la son question de agenda. l'RDPC. Il a raison, surtout que quand le RDPC organise les régionales, C'est pas les ambitions, pas des c'est le ambitions. RDPC pas favorable. Alors, c'est pas les ambitions. Mais c'est la conséquence de notre position. Donc c'est l'idée qu'il veut exprimer. Il faut protéger les partis politiques. Vous avez dit que l'un des axes, c'est la démocratie. Démocratie, Et oui. s'il n'y a pas de démocratie, il n'y aura jamais une bonne décentralisation. Absolument. Voilà. Absolument. Il mais- nous faut Merci. se faire pour la centralisation. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé ce débat. Je voudrais remercier Jeanne Soga, le secrétaire général du FSNC, également Olivier Bibounissa, J'ai dit à Olivier qui une est chose. le porte-parole du professeur Maurice Kamto, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui, comme vous le savez, est incarcéré en ce moment avec un certain nombre d'autres militants. La première partie de ce débat, évidemment, a porté sur l'interpellation aujourd'hui même de Maître Michel Noki. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.